Vous avez rendez-vous avec l'émission Le Bar de l'économie sur la radio du bien-être. Je vous souhaite une excellente journée et demain matin, nous serons bien évidemment de retour à vos côtés, invités, rubrique, bon plan, etc. et même des cadeaux à gagner au 01 34 12 12 22. À demain. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Merci. Tu veux rester pour revoir, pour regarder? Je suis là. Je suis stagiaire. Je viens d'arriver. D'accord, bienvenue. Merci. Ça fait déjà une petite semaine qu'il est avec nous, même plus. Ça fait depuis j'ai commencé mon premier vrai jour. Non, attendez. Je lance. Juste après. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de suivre le bar de l'économie sur IDFM, en FM, en web radio ou en vidéo live via Facebook. Notre thème du jour, comprendre le monde, proposé par Pascal Boniface, directeur général de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Aujourd'hui, pour un grand entretien avec Didier Billon, directeur général adjoint de l'IRIS, spécialiste de la question kurde, qui revient au premier plan. Ce sera l'occasion de resituer cette question dans un contexte historique et géopolitique, car tout part d'une trahison de promesse à l'issue de la Première Guerre mondiale. On avait promis aux Kurdes d'avoir un État, une promesse sur laquelle on est revenu. Et puis en seconde partie, notre reportage sur le salon Vivatech avec Jérôme qui s'est rendu sur place et les annonces de Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, qui a identifié pas moins de 100 mesures pour simplifier la vie des entrepreneurs. Nous vous donnerons donc un avant-goût de la loi Pacte. Tout de suite, quelques infos. Le débrief sportif du week-end par Bruno Vigoureux, mais avant, une nouveauté musicale. On vous propose Kimber Rose. C'est ça. Je l'ai fait parce qu'il y avait un prêt, j'ai viré tout ce qu'il y avait Christophe. Il y avait un quoi? C'est bien ça? Ouais. Ok, non, parce que j'ai eu un doute parce que j'ai viré tout ce qu'il y avait mis Christophe et le temps de mettre les trucs. Kimber Rose, elle était hier au joint de 20h de la Oui, exact. Ouais, il a une jolie voix. Hein. Très jolie voix. Ouais. Je sais pas si elle a fait des concours. C'est la première fois que tu fais tout ça comme ça? Non. Je sais pas qui a gagné The Voice cette année, c'est pas elle? Je sais pas. Elle vient pas de. Je sais pas. Il me semble qu'elle est passée à The Voice. Mais il y a les grèves aussi en ce moment. Un peu plus fort la musique, s'il vous plaît, pour nous, le studio. Donc, Quentin, vous regardez bien le temps de durée de la chanson, parce que c'est vous qui nous dites. Je voulais pas laisser les morceaux entiers. Si, aujourd'hui, oui. Presque en entier. Ça fait combien de temps en tout? Ouais, il reste 2 minutes 30. Ouais, bah c'est bon. Non, ce sera dans les temps. Bah, regarde, il est 6. J'ai rien dit. C'est pas dit, hein. On est d'accord que le PAD, le 6 millions, il fait 25 minutes là. Oui, c'est pour ça. On va faire nos infos et on va passer tout de suite derrière. 17 ans. Une fois que j'ai fini les infos, parce que j'ai essayé la nouvelle plage musicale, mais je vais très vite. Alors là, il faut bien écouter. Si vous voulez, je vous fais signer la dernière info qu'elle porte sur. Non mais là je me rappelle parce que j'étais en train de mettre en place le switch. Mais la dernière info du jour porte sur la crise politique en Italie. Et après on passe la plage musicale, la seconde, et ensuite on lance tout de suite. La musique tranquillement et pas que ça coupe net. Et je reprends par-dessus si vous voulez bien. Il y a une partie. Je vais quitter les sports et j'ai dépanné pour un match. Et un peu plus bas, je vais mettre là-dessus, je crois. Voilà. C'est possible? Ouais, je vais vous prévenir. L'équipe va téléphoner à ce moment-là. Ça va Hugo? Ah oui, ça va. Qu'est-ce que vous faites vous alors depuis que vous êtes arrivé? Que de l'observation? Non, moi ce matin j'ai écrit la partie transport et la partie route. Proposer ça à la journée des. Et sinon j'ai écrit la dernière fois
faire un bref, mais j'ai pas eu le temps de passer. Ah oui, Sinon moi je suis. Vous voulez pas m'en faire pour demain? Comment? Si vous voulez m'en faire pour demain, Oui, je peux faire ça. C'est concernant quel sujet? choisissez vos sujets, sachant que ça a des rapports avec l'économie, évidemment. L'économie. Vous pouvez m'en faire 3 ou 4, c'est bon. On y va? On reprend. Jeunes gens. Ah, c'est bavard les jeunes, hein. Nous voici de retour. Vous avez entendu la très belle voix de Kimber Rose avec son premier titre, I'm Sorry. Alors tout de suite, quelques infos. On va commencer par le débrief sportif du week-end par Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, c'est parti pour 2 semaines pendant lesquelles la petite balle jaune n'a pas fini de rebondir. En effet, Roland-Garros, le tournoi du Grand Chelem sur terre battue, a débuté hier. C'est donc parti pour 15 jours d'émotion, de frissons, de joie et de suspense. C'est même bien parti pour Lucas Pouille. Le numéro 1 français s'est débarrassé sans difficulté du russe Danil Medvedev, éliminé en 3-7. Pourtant, ces dernières semaines, le français avait montré quelques signes d'inquiétude avec des défaites qui auraient pu laisser le doute s'installer. Mais non, Lucas Pouille est bien entré dans le tournoi en se qualifiant en 1h39. C'est un bon début et on attend la suite avec impatience. Même chose pour Gaël Monfils, qui s'est hissé au 2e tour en éliminant son compatriote Elliot Benchetrit en 4-7. Chez les filles, la française Alizé Cornet a passé le premier tour en dominant l'italienne Errani en 3 manches. Mais la première sensation du tournoi est venue de l'américaine Venus Williams, tête de série numéro 9, et éliminée dès le premier tour par la chinoise Wang. On va donc se régaler, même si je sais, Florence, que ce sera dur pour vous de ne pas voir votre idole Roger Federer fouler la terre battue de la porte Saint-Cloud. Je ne sais pas si Zinedine Zidane est aussi votre idole, mais en tout cas, samedi... Bien sûr que si. Bon, bah voilà, vous êtes un week-end comblé alors, parce que l'entraîneur du Real a remporté sa 3e Ligue des Champions consécutive en battant Liverpool 3. Une première. Une finale curieuse qui aurait pu être largement sponsorisée par Videogag. En effet, le héros de ce match a été le gardien de Liverpool, Loris Karius, auteur de 2 énormes boulettes qui ont permis à Karim Benzema et Gareth Bale de marquer 2 buts qui ont fait hurler de rire la planète football. En revanche, le premier but de Bale est un pur chef-d'œuvre avec un retourné aussi spectaculaire qu'efficace. Un véritable petit bijou, un but dont on parlera longtemps, comme les 2 autres d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. 2 clubs d'Île-de-France ont passé un sale week-end. En demi-finale du top 14, le Racing 92 s'est incliné. Déjà battu en finale de la Coupe d'Europe il y a 15 jours, le club des Hauts-de-Seine, qui rêvait de conquête, termine sa saison sans le moindre titre dans la poche. Et enfin, ce week-end avait lieu le Final Four de handball. C'est le grand rendez-vous européen et sur les 4 clubs présents, il y avait 3 Français, Nantes, Montpellier et le Paris Saint-Germain qui étaient le favori. Mais les Parisiens se sont inclinés dès leur premier match contre Nantes, 34-28, et ont dû se contenter de la 3e place en battant Vardar Skopje. Heureusement pour eux, ils devraient remporter le titre de champion de France, ce qui est quand même une belle consolation. C'est l'occasion aussi de saluer l'immense performance de Montpellier qui est devenu champion d'Europe en battant Nantes hier. Après les nombreux succès des équipes de France de hand, voilà les clubs à l'honneur. Le hand français se porte vraiment bien. Un titre de champion d'Europe pour la France dans un sport collectif, c'est rare, mais c'est tellement bon. Voilà, c'était un grand et beau week-end de sport, comme on les aime, aussi avec les victoires de l'Anglais Chris Froome dans le Tour d'Italie et de l'Australien Daniel Ricciardo, qui au volant de sa Red Bull a remporté le prestigieux Grand Prix de Monaco. Oui, tout est allé vraiment à toute vitesse durant ces 2 jours. C'était bien. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci Bruno, à lundi prochain effectivement. Yes. Alors tout de suite, je poursuis les infos du jour. Toute l'équipe d'IDFM tout d'abord rend hommage à Pierre Bellemare, monument de la radio et de la télévision, disparu à l'âge de 88 ans. C'était d'abord l'histoire d'une voix aussi douée pour conter des histoires et captiver ses auditeurs que pour leur vanter les mérites d'un nouveau produit, mais aussi l'inventeur de jeux télévisés. 60 ans de travail acharné pour cet autodidacte qui aura marqué et façonné la télévision, car ce fut le premier à faire de la télé-réalité et du télé-achat. Souvenez-vous de ces émissions, La tête et les jambes, Pas une seconde à perdre, La caméra invisible.
Parallèlement à la radio sur Europe 1, il compte des faits divers. Il publie alors des livres sous les titres « Histoires extraordinaires »,« Nouvelles histoires extraordinaires »,« Crimes de sang »,« Crimes passionnels ». Mais saviez-vous qu'il avait fait du théâtre ? C'est pourquoi toute notre équipe lui rend hommage. Seconde info du jour, c'est le oui du référendum sur l'avortement en Irlande ou la liberté des femmes contre tout. Les Irlandais ont dit oui vendredi 25 mai à la libération de l'avortement par plus de 2/3 des voix pour un pays qui compte 5 millions d'habitants. Le scrutin marque donc un tournant dans l'histoire récente de la République d'Irlande car il ouvre la voie à la pratique de l'IVG, jusque-là interdite. La loi irlandaise l'interdisait même en cas de viol, d'inceste ou de malformation du fœtus. Dicté tout ceci par l'Église qui vient de reconnaître son manque de compassion. La peine encourue s'élevait à 14 ans de prison plus une amende. L'Irlande, c'est le pays de plusieurs scandales, charniers d'enfants découverts dans un couvent, vente de bébés sous le manteau, sans oublier les affaires de pédophilie. En 2013, ils avaient tout de même autorisé l'avortement en cas de risque mortel pour la mère, y compris de suicide. Et le gouvernement doit maintenant élaborer un nouveau projet de loi qui devrait autoriser librement l'avortement pendant les 12 premières semaines de grossesse et jusque 24 semaines pour des raisons de santé. Seconde info du jour, enfin troisième plutôt, c'est le triangle de Gonesse. Cette bande de terre en forme de rectangle coincée entre l'aéroport du Bourget, Paris Nord 2 et l'aéroport Charles de Gaulle et bien sûr les autoroutes A1 par exemple, sur laquelle sont envisagés un nouveau quartier avec les projets d'Europa City ou Triango dans une perspective de plus de 10 000 emplois. Hier dimanche se sont retrouvés opposants et favorables aux différents projets en présence des maires, des députés et des sénateurs du Val d'Oise, car le tribunal administratif a estimé en mars dernier que les études d'impact n'étaient pas assez étayées et a donc annulé l'arrêté du préfet du Val d'Oise autorisant la création de la ZAC dite du triangle de Gonesse. Et les opposants, eux, hier manifestaient toute l'après-midi, faisaient la fête sur cette bande de terre. Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse, a introduit la conférence en posant la question suivante. Pourrons-nous un jour développer de grands projets dans ce pays ? Patrick Renaud, président de la communauté de communes de Roissy en Pays de France, a rappelé que cela concerne 2 départements et que tous ont voté pour. Zivka Park, député, a rappelé qu'il s'agissait d'un projet ambitieux qui répond aux politiques urbaines et de développement durable et tout ce qu'il apportait aux habitants. Anticiper, c'est le devoir d'un élu. Il faut voyager pour comparer et voir ce qui se développe à l'étranger. La France reste à respecter, mais nous avons du retard. Ce projet allie public, privé, entreprise, commerce, université et agriculture, souligne Philippe Sueur, premier vice-président du Val d'Oise. Mohamed Hadou, représentant de la Chambre de commerce du 93, a conclu, je cite, « Toutes les politiques publiques ont échoué jusque présent. Pourtant, on a injecté de l'argent dans les territoires et même si certaines choses fonctionnent, on n'a pas appris à enraciner nos réussites. On laisse nos enfants partir, on ne s'intéresse pas aux fixateurs de la réussite. Or, ce projet favorise l'excellence de notre département. En ce moment, on perd des marchés importants face aux autres pays. C'est de la criminalité économique. En plus, ce projet est le meilleur facteur d'intégration. » Contrairement à ce qu'écrit Mediapart, l'État ne prévoit pas d'y stocker dès 2019 des blés de chantier sur ces terres appelées triangle de Gonesse. Les 400 hectares ne perdront donc pas leurs usages agricoles. Les déchets seront stockés dans un terrain prévu à cet effet, bien plus au nord du Val d'Oise, a déclaré le sénateur Arnaud Bazin. Selon Jean-Pierre Blazy, le nouveau projet poursuit sa route. Imochan, la filiale immobilière du géant de la distribution Auchan, entend maintenir et construire Europa City, un gigantesque complexe de commerce et de loisirs complété par un investisseur étranger qui prévoit d'y installer un musée sur le thème du patrimoine immatériel. Mais face à la lenteur de l'État français, il pourrait tout aussi bien s'installer à Francfort, en Allemagne, nous a-t-on dit hier. Mais nous y reviendrons sans doute le 5 juin prochain avec notre invité Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse en personne, et différents élus qui viendront nous rendre de visite au bar de l'économie tout durant le mois de juin. Suite des infos, les 35 milliards de la SNCF reprises par l'État. La SNCF évoque un chiffre d'affaires récurrent de 679 millions d'euros. Un tiers du chiffre d'affaires du groupe est réalisé à l'étranger. Ces résultats sont plombés par un endettement colossal qui atteint désormais 54,5 milliards d'euros. Mais il s'accroît d'année en année, ce qui compromet les investissements futurs. C'est pourquoi, vendredi, l'État a annoncé la reprise des 35 milliards de dettes sur les 54.
À titre de comparaison, le budget prévisionnel de l'État français pour 2018 s'élève à 711 milliards d'euros et la dette publique à 1,7 milliard d'euros. L'État a donc annoncé cette reprise de dette, mais le gouvernement reste inflexible sur les points de la réforme, suppression du statut pour les futures embauches de cheminots, transformation de l'entreprise en société anonyme, ouverture à la concurrence, et porté par le succès du TGV nouvelle ligne Atlantique ouverte à l'été, l'offre low cost et des hausses de fréquentation des transports en commun du quotidien, TER, Transilien, bus, Keolis, l'endettement. C'est une dette commerciale qui représente 7,9 milliards d'euros sur ces nouvelles lignes que je viens d'annoncer. 46 sur l'endettement d'ailleurs, je vais un petit peu vous en parler, à quoi il consiste. Donc je viens de dire, c'est la dette commerciale de 7,9 milliards d'euros, 46,6 milliards d'euros pour le réseau SNCF Réseau, et puis aussi un petit peu de problèmes sur les capitaux propres négatifs de 11,5 milliards d'euros qui devront être renfloués par la recapitalisation avant de transformer l'entreprise en société par action à l'horizon 2020. Un service annexe d'amortissement de la dette qui n'apparaît ni dans les comptes de la SNCF ni dans ceux de l'État a commenté un rapport sénatorial datant de 2005. Le même mécanisme se poursuit lors de la création de RFF qui récupère les 2/3 de la dette SNCF. Notez que RFF est devenu SNCF Réseau et a doublé son endettement en 20 ans. L'accélération de l'endettement est due en grande partie aux projets que j'ai annoncés qui ont été développés sur les 4 dernières années. Donc, je répète, la ligne à grande vitesse, le prolongement vers Strasbourg, celui vers Bretagne-Pays de Loire, le contournement Nîmes-Montpellier et la ligne sud-est Atlantique vers Bordeaux. Enfin, dernière info du jour, c'est la crise politique en Italie. Hier, Giuseppe Conte renonce à devenir Premier ministre. Cet universitaire inconnu du grand public avait été proposé par le mouvement 5 étoiles et la Ligue, les deux partis arrivés en tête lors des dernières élections législatives. Le président de la République italien, Sergio Mattarella, s'apprête à désigner aujourd'hui Carlo Cottarelli, incarnation de l'austérité budgétaire pour diriger le pays. Le chef de l'État a imposé son veto à un gouvernement populiste clairement eurosceptique. Voilà, c'est tout pour les infos du week-end. Tout de suite, une petite pause musicale. Et puis ensuite, on rejoindra Pascal Boniface pour son grand entretien.
Autre nouveauté sur IDFM, autre nouveauté musicale, c'était Amel Bent avec son titre « Si on te demande ». Tout de suite, on rejoint Pascal Boniface, vous êtes directeur général de l'Institut de Relations Internationales. Vous recevez Didier Billion, directeur général adjoint de l'IRIS, spécialiste de la question kurde. Bonjour Pascal. Part en fait d'une trahison de promesses faites à l'issue de la Première Guerre mondiale. On avait promis aux Kurdes d'avoir un État et promesse sur laquelle il a été revenu par la suite. Oui, avec une petite... C'est normal que ça commence au début. Ouais, parce qu'il faut supprimer un traité. Ah, depuis, je dis même pas bonjour. Bonjour, En fait, comme il présente, il dit bonjour et il présente en même temps dans la même phrase, je peux pas me couper. Ah oui, d'accord. Je suis obligé de couper à la fin de sa phrase. Vous auriez pu, vous pouvez couper. Le problème, c'est que après, on entend pas sa question, il la pose en présentant, quoi. Ça ferait bonjour, il y aurait un blanc, il y aurait... Aujourd'hui, on aurait pu laisser tout ce qu'il disait. Vous préférez? Que je sache, vous Non, préférez? ça dépend, mais pour celle-là, on aurait pu laisser parce que c'était très court son info. Et donc, ils ont été répartis sur le territoire de 4 États. Voilà, ça c'est ce qui rend évidemment très compliqué. Aujourd'hui, les Kurdes, c'est à peu près 30 millions d'individus qui sont répartis sur 4 États. 15 millions En général, en ils Turquie. le savent, tu vois, ils savent très bien que des fois il y a des personnes qui vont récupérer des montages ou quoi, du coup ils disent ouais bonjour, bienvenue sur France Inter, ça fait une watermark. Mais ce qui est très important, Mais ça lui évite c'est là, il problème pas de radio, le c'est peuple le plus important qui ne possède pas d'État dans Oui, il se présente direct, du coup, je fais ça couper, c'est machin, bonjour. vous êtes machin, vous faites ça, Ah vous faites ouais, ça. Ça fait sifflant, ça le lit déjà. Ça le fait 2 fois. différents. Et si tu veux faire la Donc après, je suis obligé de Ouais. couper le bonjour, de couper Oui, ça. parce que Ouais, sinon, j'enchaîne c'est trop, tu peux ça pas. fait une coupe Ont connu des processus de mobilisation, de socialisation politique. Je me rappelle, le début de différents l'année, on les uns avait des un autres. truc à faire Et en ça diaporama. a généré des Et, élites qui photos. sont concurrentes Et on les avait fait unes des avec les interviews et autres. tout, et c'était. Au-delà On s'est rendu de compte quand les Français l'affirmation parlaient, d'une c'était réalité kurde insupportable. Il était tout le temps. incontestable, 30 millions de Fallait tout le temps pas couper. rien. Des Il y a en réalité de diaporamas. profondération politique, on a car fait des être interviews. kurde n'est En pas fait, c'était une comme catégorie une sorte de film, sauf que c'était avec des à photos. l'intérieur de ces Ah. Kurdes, il y a Et on a donc fait une des interview. écoles, des Et sauf partis, qu'ils disaient tout des le temps organisations tout le temps. Le Et fait parfois, qu'il n'ait ils pas eu enchaînaient le dans le mot, d'État en du coup, on pouvait pas 1920, couper. Parce que et que leur donc, tu vois, il y a construction Patrick politique qui se fait a. dans un cadre Enfin, national des qui trucs n'était comme pas ça. kurde, mais qui C'est était impossible, c'était L'éthique du langage des Français, entre les Mais tu vois, les on travaille A ou avec, les... Sur Magma, il fait des rapports. réellement différent On aujourd'hui. travaille avec une fille qui est asiatique et tout, elle me disait c'est l'enfer la première fois que j'ai monté des Français parce que vous êtes tout le temps vous rallongez vos phrases, donc c'est insupportable. Même parfois tu utilises la fin du mot pour rallonger, donc tu peux pas trop couper. Et après elle disait alors que les Chinois c'est tac 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 tac, ils balancent tout comme ça, c'est carré, c'est bon. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte, enfin je t'en rends pas compte, mais là culturellement c'est parlant que la insupportable. question Et du puis par Kurdistan pareil, qui t'as se le qui pose. parle, Alors qu'en Irak, au t'as le contraire, jingle, t'as la le qui prend carrément mobilisation le des micro. Kurdes depuis maintenant plusieurs décennies a Insupportable. pu La dernière émission, il y avait un micro qui était parti en hypothétique couche. État. Là, c'est donc la question. Bah, si, là, Il était énervé, je me suis dit, c'était mon premier jour ici, je me suis dit, ah s'il casse pas une couche dès la première journée. Il était vénère. Il existe des marges de négociation, des marges d'affirmation, comme ce fut le cas en Turquie. Les modes de mobilisation, Ah les ouais. modes d'organisation ne sont pas les mêmes que les Je vais Kurdes boire. d'Irak, par exemple, qui ont connu une dictature terrible à l'époque de Saddam Hussein, ou en Syrie à l'époque de Bachar el-Assad. Donc nous voyons j'y insiste beaucoup, des formes de mobilisation et de socialisation politique qui sont différentes les unes des autres. Ça, c'est essentiel. Il ne faut pas avoir une vision mythique, voire romantique, d'un peuple kurde qui Encore un peu serait plus uni fort. par les mêmes mobiles, avec les mêmes objectifs. Peut-être cela viendra un jour, Voilà, nous n'en sommes merci. pas là. Et donc, en fait, il n'y aurait pas, c'est irénique de penser qu'il pourrait y avoir, quoi que l'on puisse penser des promesses de 1920 qui n'ont pas été tenues pour des raisons diverses, il vous paraît irénique de penser que l'on pourrait créer aujourd'hui un Kurdistan sur le territoire des 4 États et qu'un Kurdistan unifié puisse être créé en prenant la partie sur chacun des 4 États qui en ont un morceau aujourd'hui. Absolument, il n'y aura pas dans le court ni le moyen terme, à mon avis, un hypothétique État kurde unifié. Je pense qu'en réalité, les rivalités sont telles que chacun essaye de tirer le maximum parti des conditions nationales dans lesquelles il se trouve, qui en Turquie, en Irak, en Syrie ou en Iran, et qu'on voit bien par exemple que depuis au moins 5 ans, il y a la perspective ou l'évocation d'un grand congrès national kurde, mais on en parle sans qu'il n'ait jamais pu se réunir. Pourquoi? Non pas à cause de la mauvaise volonté des uns ou des autres, là n'est pas le problème évidemment, mais parce qu'il y a une concurrence politique et que chacun a peur de se retrouver en minorité. Et donc, il y a l'impossibilité à ce stade
de cette hypothétique unité des Kurdes d'un point de vue politique, même si, encore une fois, culturellement parlant, il y a beaucoup de points communs, cela est incontestable et là n'est pas le sujet principal. On voit par exemple aujourd'hui une rivalité extrêmement vive qui a même pu aboutir à des accrochages armés entre ce que j'appellerais le mouvement national kurde tel qu'il existe en Irak depuis plusieurs décennies, qui est dirigé par le clan Barzani, et de l'autre côté, le fameux Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est né en Turquie en 1978, qui depuis lors s'est considérablement renforcé en Turquie, peut-être pourrons-nous y revenir, et qui a fait des petits en Syrie et en Iran. Et là, il y a deux modalités, non seulement de mobilisation, mais surtout deux projets différents. Nous savons que les Kurdes d'Irak sont basés sur une organisation clanique, tribale, dirigé par les Barzani principalement, alors qu'en Turquie, le PKK a un vernis marxisant et donc veut dépasser la structuration par tribu ou clan qui est le propre de ceux d'Irak. Donc on voit même que d'un point de vue sociologique, les réalités sont tout à fait différentes. Donc pour vous, si l'on veut étudier la question kurde, il faut le faire État par État. Il faut avoir une vision turque, irakienne, syrienne et iranienne de la question kurde et non pas une vision globale de la question kurde. Alors, il y a deux aspects. Aujourd'hui, si on veut comprendre quelque chose, il est impérativement nécessaire, effectivement, de s'appuyer sur les délimitations territoriales, frontalières, étatiques telles qu'elles existent dans la région depuis au moins l'après-Première Guerre mondiale. Et je suis de ceux qui, pour ma part, considèrent que les États-nations se sont affirmés au Moyen-Orient et ne sont pas prêts de disparaître. Alors ensuite, évidemment, on peut envisager des modalités de confédération, de fédération, c'est une certitude, mais encore une fois, pas d'État indépendant kurde pour le moment. Un exemple là aussi, prenons le cas de l'Irak. Nous savons que la lutte des Kurdes d'Irak est séculaire et que les modalités de combat ont été souvent tragiques, douloureuses, notamment à l'époque de Saddam Hussein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces Kurdes d'Irak ont connu dans l'histoire récente deux grandes dates. Tout d'abord, 1990-91, lorsqu'après la tentative d'invasion du Koweït par Saddam Hussein, il y a eu cette grande coalition internationale qui s'est formée, et nous nous rappelons qu'en 91 a été déclarée par l'Organisation des Nations Unies une zone d'interdiction de survol aérien et de présence militaire irakienne au nord du 36e parallèle. Comme par hasard, c'est la zone kurde de l'Irak. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé à s'autonomiser réellement, territorialement, la partie kurde de l'Irak. Et puis, deuxième date qui est encore plus importante, c'est 2003, c'est l'agression unilatéraliste des États-Unis contre l'Irak qui entraîne la chute de Saddam Hussein. Et à partir de ce moment, ce qui était déjà en germe de cette autonomisation va prendre toute son ampleur, puisque 2 ans après la chute de Saddam Hussein, 2005, l'Irak se dote d'une nouvelle constitution de type fédéral et de facto, les Kurdes d'Irak peuvent connaître une semi-autonomie. Alors, les liens ne sont évidemment pas rompus avec Bagdad, mais ça donne une configuration singulièrement différente que les Kurdes de Turquie, qui pour leur part ne sont pas uniquement dans une région de la Turquie, mais se sont répandus désormais, non seulement, ça c'est leur zone traditionnelle à l'est de la Turquie, mais bien sûr maintenant à Ankara, surtout à Istanbul. Istanbul est la plus grande ville des Kurdes de Turquie, donc la question ne peut pas se poser de la même façon. Ce n'est plus désormais en Turquie une question uniquement territoriale. Voilà. Par exemple, 2 éléments. Et puis, si on prend l'exemple des Kurdes de Syrie, nous sommes là encore dans une nouvelle configuration qui est évidemment surdéterminée par l'état de chaos et de guerre que connaît ce pays depuis 2011. Et au sein de cette situation de chaos, on peut constater que les Kurdes de Syrie, qui eux ne bénéficiaient pas, ils n'ont jamais bénéficié de représentation politique indépendante, fût-elle clandestine, ont pu, depuis 2012-2013, prendre une importance considérable dans le jeu politique et militaire que traverse aujourd'hui la Syrie. Alors vous allez prendre État par État. Donc en Irak, il y a eu un référendum sur l'indépendance qui a été à la fois un succès, qui a marqué un recul. Est-ce que vous pensez que le Kurdistan irakien va rester dans un cadre fédéral irakien, ou est-ce que, fort de sa manne pétrolière, il pourra faire sécession et devenir un État indépendant et, question supplémentaire, reconnu par une grande partie des autres États? Non, je pense que les
Kurdes d'Irak, sous la direction de M. Barzani, ont commis une erreur terrible, une erreur politique terrible, lorsqu'ils ont organisé le 25 septembre dernier ce référendum. Alors, il a été un succès. 72% de participation et 93% de oui favorable à la perspective de l'indépendance. Mais ce référendum a été organisé, c'est une grave erreur, encore une fois, alors que non seulement, évidemment, le gouvernement de Bagdad était contre, cela va de soi, c'est à peu près logique, que les États voisins, notamment l'Iran et la Turquie, avaient condamné par avance l'organisation de ce référendum d'indépendance, et enfin qu'au niveau de la dite communauté internationale, de grandes puissances comme les États-Unis, la France, par exemple, avaient vivement conseillé à leurs amis kurdes d'Irak de ne pas organiser ce référendum. Il l'a été, c'est un fait. Je pense qu'en réalité, c'est fondamentalement pour des raisons de politique intérieure. C'est-à-dire que le clan Barzani est dans une situation de grand affaiblissement, puisque depuis 2015, il devait y avoir des élections présidentielles qui n'ont jamais été organisées, que depuis 2015, le Parlement des Kurdes d'Irak ne se réunissait plus. Donc je pense que M. Barzani, qui s'affaiblissait considérablement, a voulu organiser ce référendum pour se remettre en selle, considérant que la cause nationale kurde était un moyen de réunification du peuple kurde. Mais il n'en a rien été. C'est qu'en fait, non seulement si ce référendum a été organisé, a été largement favorable à l'indépendance, il n'a pas eu d'effet concret, puisque on a vu que il y a au sein des Kurdes d'Irak une division. Il y a une autre faction que je n'ai pas évoquée jusqu'alors, c'est cette faction organisée par le clan Talabani, qui a fait cause commune avec Bagdad pour se retourner contre l'autonomie des Kurdes d'Irak dirigés par Barzani. Donc là, on a une nouvelle preuve de profonde division qui structure malheureusement les Kurdes d'Irak entre autres. Et depuis lors, ils ont perdu non seulement ces Kurdes d'Irak, la jouissance de l'exploitation des hydrocarbures autour de la ville de Kirkouk, et Kirkouk c'est quand même à peu près 10% des réserves d'hydrocarbures en Irak, et que depuis lors, ils sont totalement sur la défensive. La perte de Kirkouk, qui est surnommée par les Kurdes d'Irak la Jérusalem kurde, est un coup terrible. Et depuis lors, M. Barzani a démissionné. Et évidemment, Bagdad est en position de force dans la négociation politique qui est réclamée par les Kurdes d'Irak. Donc, nous sommes dans une situation où ce référendum, qui sur le principe pouvait se comprendre, a été dans la pratique un échec absolu du point de vue des conséquences. Et il est clair qu'aujourd'hui, les Kurdes d'Irak ne sont plus en situation favorable de négociation avec Bagdad, qui pour sa part profite pour rétablir la mainmise sur cette région du Kurdistan d'Irak. Dernière chose sur cet aspect. Lorsque le système fédéral a été mis en œuvre en 2005, on considère que l'État irakien, l'État central, Bagdad, reversait à peu près 12 à 13 milliards de dollars par an aux Kurdes d'Irak. Comme ces Kurdes d'Irak ont eu la mauvaise idée, depuis 5 à 6 ans, de passer des accords de vente de leurs hydrocarbures en direct, sans passer par Bagdad, avec la Turquie, avec l'Iran, etc., eh bien, les sommes versées par Bagdad à ces Kurdes d'Irak a baissé à 3 ou 4 milliards, donc de 11, 12, 13 à 3, 4. Donc non seulement il y a un affaiblissement politique que j'évoquais à cause des divisions, mais il y a aussi un affaiblissement économique terrible, et que l'Irak, le nord de l'Irak, la zone kurde de l'Irak, qui jusqu'alors, vivait plutôt mieux que le reste du pays, est en train d'avoir à peu près désormais le même niveau, c'est-à-dire un affaiblissement des ressources de cette région. Donc au niveau économique aussi, grave erreur, et je pense que les Kurdes d'Irak vont payer assez chèrement cette erreur, puisqu'évidemment Bagdad en position de force ne laissera rien passer dans les 2, 3, 4 années à venir. Mais si les Kurdes irakiens voulaient faire militairement leur sécession, est-ce que cela serait possible? Est-ce que les Irakiens ont les moyens de maintenir leur souveraineté sur le Kurdistan, y compris par la force? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de telles divisions politiques et un tel affaiblissement économique que militairement les Kurdes d'Irak ne sont plus en situation de s'opposer en quoi que ce soit à l'armée de Bagdad, dont on sait pourtant par ailleurs qu'elle n'est pas une armée au mieux de sa forme. Donc aujourd'hui, y compris militairement, le rapport de force s'est véritablement inversé, que les fameux combattants kurdes, les Peshmerga, ne sont... Évidemment, ils n'ont pas disparu, mais ils ne sont pas véritablement opérationnels. Il n'est que de voir le 16 octobre dernier la façon dont ils se sont débandés à Kirkouk,
devant l'avancée des troupes de Bagdad. Donc là, y compris au niveau militaire, il n'y a plus cette capacité opérationnelle réelle. Et là, il y a une division entre les États-Unis et Israël, puisque les États-Unis s'opposent au référendum, alors qu'Israël semble soutenir l'indépendance du Kurdistan. Clairement, c'est la vieille politique des Israéliens, déjà de diviser tout ce qui est possiblement indivisable au Moyen-Orient. C'est la vieille théorie de Ben Gourion de trouver des alliances de revers pour contourner les États-nations arabes. Et évidemment, là aussi, les Kurdes, la direction des Kurdes d'Irak a joué un jeu extrêmement dangereux en acceptant certaines avances israéliennes. Et on sait par exemple qu'il y a eu quelques investissements financiers israéliens minimes pour l'instant, mais enfin on voit bien la politique d'Israël qui encore une fois cherche à diviser ce qui constitue des États-nations arabes. Même affaiblis, ils ont le mérite d'exister. Alors passons du côté turc. Il y avait l'espoir il y a quelques années d'un règlement politique de la question kurde en Turquie, mais on en est loin et il semble que les violences reprennent et que Erdogan s'éloigne d'un accord qui porte plus sur la reconnaissance des droits culturels des Kurdes turcs. Oui, 2 dates pour mémoire, fin 2012, début d'un processus de négociation qui dans un premier temps était secret entre la direction du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et juillet 2015, c'est la fin de ce processus de négociation. J'étais de ceux, pour ma part, qui étaient assez optimistes sur la perspective que pouvaient avoir ces négociations, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Erdogan, et il est nécessaire de lui reprocher ces choses, et en même temps, c'est le seul dirigeant turc qui a eu le courage d'initier des débats, enfin des négociations, plus exactement, avec la direction du PKK. Malheureusement, celles-ci ont échoué. Elles ont échoué pour 2 raisons principales. Tout d'abord, j'ai parlé de juillet 2015. Rappelons-nous qu'en juin 2015, il y a eu des élections législatives en Turquie et que le parti de M. Erdogan n'a pas été en situation de gagner la majorité absolue. Donc, situation d'affaiblissement du parti de M. Erdogan. Et c'est donc pour des raisons de politique intérieure, et c'est en ce sens que c'est tragique, pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons électorales, que M. Erdogan a décidé de relancer des opérations armées contre le PKK pour reconquérir une partie de l'électorat nationaliste qu'il avait perdu. Et d'ailleurs, le résultat ne s'est pas fait attendre, puisque 4 mois plus tard, au mois de novembre, il y a eu des élections législatives anticipées en Turquie, et que M. Erdogan a refait une partie de ce qu'il avait perdu en juin 2015, le mois de juin précédent. Mais il y a aussi un deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger. C'est que le PKK lui-même est une organisation qui connaît des divergences, des divisions. Il y a, pour aller très vite, ceux qui, entre 2012 et 2015, étaient favorables à la perspective d'un compromis politique avec l'État turc, et d'autres, au contraire, c'est l'aile militariste qui s'opposait par tous les moyens, y compris de provocation, d'assassinats de policiers, de militaires pendant la phase de négociation, pour tenter de saboter ce processus. Donc on a en réalité 2 logiques ultra, celle représentée par M. Erdogan et celle représentée par l'aile militariste du PKK, qui ont fait capoter ce processus de négociation qui était pourtant porteur d'histoire. Car nul ne peut considérer, nul ne peut imaginer qu'il y aurait une solution militaire à la question kurde en Turquie. Nous nous rappelons que le PKK a lancé la guerre contre l'État turc en 1984. PKK qui est considéré comme une action terroriste par les pays occidentaux, par l'Union européenne, par les États-Unis, par la Turquie, cela va de soi. Par l'Iran aussi, par la Syrie. Mais est-ce que le PKK est représentatif de l'ensemble des Kurdes ? Non, bien sûr que non. Mais force est de constater que son audience, que son aura, que sa popularité s'est considérablement accrue depuis 1984. Et c'est bien la preuve qu'il n'y aura pas de solution militaire. En réalité, je pense que le PKK est désormais beaucoup plus puissant qu'il ne l'était il y a 30 ans ou près de 40 ans. En tout cas, ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'en Turquie, la question kurde, elle n'est pas uniquement représentée par le PKK. Ce serait la pire des erreurs que de le considérer ainsi. Rappelons pour mémoire simplement l'existence d'un parti, le Parti démocratique des peuples, le HDP, selon son acronyme turc, qui est un parti légal, qui a une représentation parlementaire, 59 députés, mais dont tout le monde sait qu'il est lié en partie au PKK. Et alors ?
C'est ce que l'État turc reproche en disant c'est les complices des terroristes. Mais c'est absurde de raisonner ainsi. Oui, nous le savons, il y a des liens entre le HDP et le PKK. Comme il y avait des liens entre le Sinn Féin et l'IRA en Irlande. Comme il y avait des liens entre Ali Batasuna et l'État en Espagne. Nous sommes dans une situation où justement le HDP représentait un espoir. Je dis représentait car aujourd'hui il est soumis à une vive répression. Ses deux principaux leaders sont en prison. Une partie de ses députés ont été démis de leur protection parlementaire. Il n'empêche, le seul fait que ce parti existe indique qu'il y a une possibilité d'expression légale qu'évidemment M. Erdogan veut restreindre au maximum, mais qui existe encore, ce parti n'est pas interdit. Mais nous avons là la meilleure preuve, un, qu'il n'y aura pas de solution militaire, et que deux, les Kurdes de Turquie sont pluriels eux aussi, certains privilégiant la lutte armée, eh bien nous le savons depuis 1984, mais d'autres privilégiant la lutte politique. Et même s'il y a aujourd'hui des connexions entre ces deux partis, eh bien le fait même qu'il y ait d'un côté une organisation militaire qualifiée de terroriste et de l'autre un parti légal et parlementaire laisse quelques lueurs d'espoir ou possibilité de faire aboutir des négociations dont je souhaite qu'elles reprennent. Passons à la Syrie. Les combattants kurdes ont joué un grand rôle dans la victoire militaire. Quelle est la position et comment voir leur perspective? Alors les Kurdes de Syrie, évidemment, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sont très spécifiques parce qu'ils n'avaient aucune représentation politique avant 2011, avant le début de ce mouvement de révolte qui s'est transformé très rapidement en guerre civile. Il y a eu là aussi en Syrie une lutte entre une aile représentée par le Congrès national kurde qui était inspiré par les Kurdes d'Irak et de l'autre côté le Parti de l'Union démocratique qui est une créature du PKK. Il n'empêche, ce Parti de l'Union démocratique et sa branche armée, les unités de protection du peuple, depuis lors, se sont considérablement renforcés en n'hésitant pas, au passage, à éliminer les opposants kurdes qui pouvaient... oui, parce qu'il y a un peu une vision romantique des combattants kurdes syriens sur lesquels on peut peut-être revenir. Oui, effectivement, je crois qu'à la fois, ils ont fait la preuve réelle d'une capacité militaire opérationnelle incontestable, mais en même temps, leur projet politique est aujourd'hui extrêmement flou. D'une part, ils sont soutenus par les États-Unis, par la France, par la Grande-Bretagne. Et par ailleurs, ils ont un langage un peu marxisant, ce qui représente une première contradiction. Deuxièmement, ils s'inscrivent dans la logique d'un socialiste libertaire états-unien, M. Mohamed Boukchin, qui est désormais mort, sur un projet d'autonomie démocratique qui n'est jamais tellement bien défini et de confédéralisme démocratique. Donc on peut signaler d'une part que s'ils se situent dans une perspective confédérale, eh bien ils ne sont pas pour l'indépendance. Deuxième chose, est-ce qu'en tant que tel, parce qu'ils combattent les armes à la main, il faut leur rendre hommage de ce point de vue éventuellement, mais pour autant cela en fait des progressistes. J'en doute pour ma part un peu. Et je suis assez étonné qu'une partie de la gauche radicale française ou internationale soutient comme un seul homme ce parti politique, le Parti de l'Union démocratique, alors qu'en réalité, son projet d'émancipation me paraît pour le moins sujet à caution et en tout cas très mal défini. Il y a donc, sur une partie de la gauche radicale internationale, une sorte de mythe qui s'est constitué. J'ai entendu pour ma part des dirigeants de cette gauche radicale considérer que le point le plus avancé du combat pour la liberté humaine, c'était justement chez les Kurdes de Syrie, cette région qui tapait le Rojava. Donc il faut savoir mesure garder. Autant il est nécessaire de prendre en compte l'importance de ce combat, l'importance de l'accession à des formes d'auto-organisation des Kurdes de Syrie, c'est un point, et puis de leur capacité à s'opposer militairement à Daesh, c'est incontestable. En même temps, pour autant, cela ne signifie pas qu'ils sont un projet de libération des Kurdes. Je crois qu'en réalité, l'avenir des Kurdes de Syrie ne pourra s'imaginer que dans le cadre d'un autre régime en Syrie. Cela va de soi, le plus tôt sera probablement le mieux, mais en même temps, je crois qu'il faut absolument maintenir par tous les moyens le cadre de l'État-nation syrien unitaire, même si une solution fédérale, un peu comme ce qui s'est passé en Irak, devait être inventée. Donc attention, pas de mythe, voyons les choses telles qu'elles sont, froidement, lucidement, avec d'une part le fait que ces Kurdes de Syrie, encore une fois, ont fait leur preuve contre Daesh, c'est incontestable, mais que par ailleurs, toute tentative ou toute tentation de sécession, de création d'un État indépendant, non seulement serait vouée à l'échec parce qu'évidemment, ni les Iraniens, ni les Turcs
bien sûr, mais ni le pouvoir à Damas ne l'accepterait. Et par ailleurs, je crois que ces Kurdes de Syrie, si ils avaient la mauvaise idée de vouloir aller jusqu'au bout de leur tentative d'indépendantisation, eh bien, seraient immédiatement lâchés par leur soutien actuel, c'est-à-dire principalement la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Un mot pour finir sur la situation en Iran, dont on parle moins. Oui, on en parle moins parce que il y a effectivement pas de conflit militaire aujourd'hui. Les Kurdes d'Iran ont été réprimés assez durement au moment de l'instauration de la République islamique en 79. Depuis lors, on peut constater qu'il n'y a plus d'organisation politique significative en Iran, sauf un petit parti qui s'appelle le PJAK, Parti pour une vie démocratique, qui est lié au PKK, mais que pour autant, les Kurdes d'Iran possèdent, à la différence d'ailleurs des autres pays, une véritable liberté culturelle, avec des instituts kurdes culturels, où ils peuvent, ma foi, faire valoir leur langue, leur tradition, et ma foi, pour l'instant, le combat des Kurdes d'Iran ne se décline pas sous forme politique et encore moins sous forme militaire, parce que justement, ils jouissent de ces droits culturels. Merci beaucoup Pascal Boniface et Didier Billion pour ces éclairages sur la question kurde qui est de toute manière très, très complexe, on l'a bien compris. En tout cas, tout de suite, une petite pause musicale avant de poursuivre sur nos infos du jour et notamment notre reportage à Vivatech. On va écouter tout de suite un nouveau titre, Bad Wolf avec Zombie. C'était pas le titre. C'était pas le titre. C'était quoi? Je l'ai changé dernièrement, mais. Fallait faire. On reprend.
Nous voici de retour sur IDFM. Jérôme, bonjour. Alors, quelle machine à cash dites-vous pour Roland-Garros? Bonjour. Oui, nous allons parler de l'aspect économique de Roland-Garros. Donc, comme disait Bruno Vigoureux ce matin, le tournoi de Roland-Garros a débuté hier, donc dimanche 27 mai. Pour resituer, il fait partie du cercle très fermé des tournois du Grand Chelem avec l'Open d'Australie, US Open et Wimbledon. En 15 jours, cet événement devient une formidable machine économique pour Paris et pour le pays. La preuve en exemple, 471 959 spectateurs ont foulé les allées de la Porte d'Auteuil en 2017, donc plus d'un quart sont des étrangers, un record. Mais regardez, le tennis donne faim. 130 000 sandwichs ont été vendus l'an passé dans les différents points de restauration présents dans les allées de Roland-Garros. 48 000 gaufres et crêpes ont été également mangées et 215 000 boissons fraîches ont été écoulées. Entre les entraînements et les matchs, 66 096 balles de tennis ont été utilisées lors de l'édition 2017, dont certaines ont été revendues aux 160 000 clients qui ont acheté des produits dans les boutiques du stade. La Fédération française du tennis, qui est financée à 80% par les gains du tournoi, porte un point d'honneur à ce que les rémunérations des joueurs et des joueuses soient rigoureusement la même. Les joueurs éliminés hier au premier tour ont gagné 40 000 €. Les vainqueurs toucheront 2,2 millions d'euros chacun. On espère que les Français arriveront à briller cette année, car les derniers vainqueurs nationaux sont Yannick Noah en 1983 et Mary Pierce en 2000. Merci Jérôme. Alors, le Salon Vivatech a fermé ses portes samedi. Première partie de notre reportage aujourd'hui. Qu'avez-vous retenu, qu'avez-vous découvert, Jérôme? Oui, donc on revient sur le Salon Vivatech, donc qui effectivement s'est déroulé du 24 mai au 26 mai. Donc c'était 3 jours d'immersion dans les dernières technologies. On entre dans le futur. Beaucoup sont venus au rendez-vous pour découvrir plus de 8000 startups. C'est dans une atmosphère très bruyante, mais très joviale et bon enfant qu'on découvre des cases virtuelles, qu'on parle à des robots, construit des maquettes ou écoute des pitchs enflammés. On est d'ailleurs accueillis dès l'entrée par des robots capables de nous informer. Il y en a pour tous les goûts, donc la santé, le bien-être, les assurances, l'automobile, la cosmétique, mais aussi la robotique, l'architecture, la musique, etc. Peut-être que vous vous souvenez de la série K2000 qui a débuté en 1982. Bien sûr. Donc l'histoire d'un fils caché qui lutte contre le crime, je le rappelle. Il est accompagné d'une voiture contrôlée par une intelligence artificielle. C'était la voiture du futur qui était loin d'être envisagée à cette époque. On pouvait conduire, réfléchir et parler comme un être humain. Aujourd'hui, on s'y approche. Elle était au salon Vivatech, elle s'appelait la Pop-Up, elle s'appelle. C'est une voiture volante, donc il y a 8 rotors sur le toit. Il suffit de l'activer pour qu'elle vole. Elle fonctionne un peu comme les drones, mais il va falloir attendre 5 ans avant qu'elle ne soit terminée. Aujourd'hui, les voitures que l'on a conçues sont capables de conduire seules. Donc cela limitera les accidents, dit-on, car elles seront constantes dans leur vitesse et surtout ne dépasseront pas les limites de vitesse. Plus de bouchons non plus, nous dit-on. Mais attention, il faudra rester vigilant comme un pilote d'avion. Cela ne veut pas dire qu'on peut dormir au volant. Nous parlons de voitures, mais ne fait-on rien pour les bateaux, diront les passionnés. Eh bien si, vous avez peut-être entendu parler du Sea Bubbles. C'est un bateau qui vole sur l'eau, de futurs taxis parisiens sur la Seine, qui sait. Ils ne font pas de vagues et contiennent un moteur électrique, donc ils ne polluent pas. On y trouve 4 sièges très confortables. L'utilisation est simple, on le dirige à l'aide d'un volant. Il suffit d'avoir un permis bateau pour l'utiliser. Certains le qualifient déjà comme futur bateau de James Bond. D'après les quelques chanceux qui l'ont testé, il est très agréable, surtout dans Paris. Merci Jérôme. La suite de votre reportage demain, vous nous ferez découvrir différents produits que vous avez remarqués et je vous donnerai également demain les annonces faites par Mounir Majoubi. En attendant, on se quitte pour aujourd'hui sur une plage musicale et on vous retrouve avec plaisir. On va écouter donc un nouveau titre, c'est Ami, celui d'Amir. Bonne journée à tous, à demain. Ça a peut-être été plus judicieux de lancer. Comment? Ça a peut-être été plus judicieux de lancer le générique parce qu'il reste que 25 secondes. Bah vous laissez. Ça va être grave. On la réécoute, on la repassera demain sa chanson. Ouais. Bah, le générique, 5 secondes, c'est tout. Ah, je sais pas. Vous le mettez pas? Bah tant pis. Ouais. Juste. Bon, du coup, j'ai remis comme ça qu'on a un peu moins à faire pour demain. Et pour demain, il faut m'en faire. Vous avez vu tout ce qu'on a eu le temps de dire? Oui.